Bonsoir mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver comme chaque mardi soir pour votre émission Ma famille, ma vie. Alors comme chaque mardi, nous allons commencer par le débat et aujourd'hui le sujet est les activités extrascolaires. Et pour en parler, je vais recevoir la coach Latefa Bouzbid. Alors deuxième partie de l'émission, c'est la partie consacrée aux rubriques. Première rubrique conseil pratique. Je recevrai le professeur Abdelrahman Boufarsaoui qui nous parlera de la grippe et les enfants. Que faut-il faire et comment faire la différence entre la grippe et la Covid-19. Pour finir, la rubrique L'info de la semaine avec Leila Djebour qui reviendra sur la Covid-19 et les enfants. Toutes les informations, ça sera avec elle tout à l'heure. La rentrée, c'est le retour à l'école et aussi l'inscription aux activités extrascolaires. Judo, danse, poterie, théâtre, dessin. Pour les parents, c'est souvent un véritable casse-tête. Faut-il absolument inscrire son enfant à des sports ou autres occupations après l'école ? Comment bien les choisir et surtout sans surcharger leur emploi du temps? Toutes ces questions, c'est Latefa Bouzbid, coach, qui va y répondre. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Mounia, avec plaisir. Très bien. Et à vos côtés, plus à présenter, Myriam Oussaïd, notre collègue du Bonjour d'Algérie. Bonjour Mounia, bonjour. Merci de m'avoir invitée et surtout de pouvoir partager donc, mon expérience. Très bien, merci d'avoir accepté. On va se tutoyer, toi et moi, Bien depuis sûr. le temps qu'on se connaît. Donc tu vas nous parler de tes filles. Oui. Donc Inès et Séléné qui ont? Alors 11 ans et 13 ans. Elles font des activités? Elles ont fait des activités. Bon, pour l'instant, tout était à l'arrêt, mais elles ont fait des activités et j'ai eu énormément de mal à trouver exactement ce qu'elles avaient envie de faire. Très bien, on va en parler tout de suite. Mais avant de lancer le débat, nous allons regarder un reportage de notre journaliste Anissa Bouzid qui nous parle justement des activités extrascolaires. Qu'elles soient réalisées dans un cadre associatif ou privé, les activités artistiques, manuelles ou physiques sont un excellent moyen pour développer la créativité et l'imagination de l'enfant. Je trouve que c'est très important pour l'équilibre des enfants parce que comme vous savez à l'école, on fait qu'étudier. Donc du coup pour les enfants c'est un peu ennuyeux on va dire, mais est carré, très structuré. Ce qu'on fait ici c'est plutôt très libre, très ouvert, ludique. On apprend aux enfants à travailler librement, à s'exprimer. Donc ça c'est très important pour leur équilibre on va dire. Et on a ressenti que les enfants s'intéressent plus à leurs études quand ils font des activités extrascolaires. J'essaie de leur apprendre ce que j'ai appris, c'est le recyclage artistique du carton. C'est-à-dire on fait du recyclage, en même temps on fait de l'art. C'est-à-dire à partir des produits recyclables, c'est-à-dire le carton qu'on récupère, on fait des objets de qualité pour leur apprendre la beauté de la vie et de tout ce qui nous entoure. L'enfant a besoin, l'élève ou l'enfant a besoin de respiration. On ne peut pas lui imposer de travailler tout le temps. Les activités extrascolaires vont lui permettre de s'aérer l'esprit, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles, que ce soit du théâtre, de la lecture. Il est très important de pouvoir s'aérer l'esprit, au moins 1 ou 2 fois par semaine. Quel que soit le caractère de l'enfant, l'activité choisie est un moment d'amusement et de plaisir. Je trouve qu'il y a des énergies pas mal en ce moment, que ça commence à bouger un petit peu partout. Et on peut proposer des tas de choses. Maintenant, ça dépend du profil de chaque personne. L'essentiel sont les initiatives. Je veux dire que si j'étais sportive, je ne le suis pas, mais si je l'avais été, j'aurais peut-être proposé des cours de Zumba. Je ne le suis pas, mais je suis plus penchée littérature, etc. Donc je propose le club de lecture, mais
oui, il est très important qu'il y ait plusieurs musiques, allez, guitare, batterie, peu importe, mais que l'enfant puisse se retrouver dans quelque chose qu'il aime, qui va le sortir de sa routine. Je suis là pour faire du bricolage, de la peinture, toute autre activité et j'aime ça. De la peinture, du jardinage, recyclage de carton, plein d'autres choses. Je fais des activités. C'est une école Colibri d'activités pour faire de la peinture, des activités, tout ça comme des artistes. Tu connais beaucoup d'artistes, toi? Oui. Comme qui, par exemple? Picasso, Vincent Van Gogh, Paul Klee, Juan Miro, Marie Blair, Frida Kahlo, Moine Thibault et Moine Thibault c'est le dernier. Et le dernier de tous c'est la culture japonaise. Loin des contraintes scolaires, l'activité doit se faire sans pression, sans contrainte, pour un pur moment de détente. Donc voilà, on a vu ces enfants, ils sont un peu mignons, enfin un peu beaucoup mignons. Oui, ils sont adorables. Alors première question, coach, faut-il absolument inscrire nos enfants à des activités extrascolaires? Alors, je vais vous dire, indispensable, ce n'est pas indispensable. Oui. Ce qui serait plutôt indispensable, c'est le fait d'avoir des loisirs et du repos. Après, si vous voyez que votre enfant demande à être inscrit, pourquoi pas? Pourquoi? Parce que la vie d'un enfant, ce n'est pas juste l'école ou la famille, c'est bien d'aller voir d'autres univers. Et donc d'aller vers d'autres activités, que ce soit le sport, que ce soit artistique, que ce soit la danse. C'est aussi, ça aide énormément à l'évolution de l'enfant, à construire sa personnalité, à avoir encore une meilleure confiance en lui-même. Et ça, c'est aussi important encore. Très bien. Voilà. Pas forcément les inscrire dans un établissement, mais pouvoir aussi le faire à la maison avec eux. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense qu'on peut le faire aussi. Vous avez des jeux de société, vous pouvez aller sur Internet, vous avez une multitude d'activités qu'on peut faire en famille ou seulement les enfants entre eux. Et il n'y a pas de raison de s'en priver. Très bien. Et à quel âge peut-on commencer à faire des activités avec les enfants? À partir de quel âge? Avec les enfants, donc vous parlez des parents avec les enfants? Les parents avec les enfants ou les inscrire? Bon, dans les établissements, en général, ils précisent l'âge. Donc, ils donnent à partir de 3 ans, 4 ans, exactement. Mais à la maison, à partir de quel âge peut-on déjà commencer à faire des activités avec les enfants? Moi, je pense qu'à partir de 3 ans, déjà, dès que l'enfant commence à comprendre, on commence déjà à faire des activités avec eux. Il y a énormément de choses à faire, que ce soit sur des travaux manuels, déjà, on peut commencer par des travaux manuels avec eux. Par exemple, vous avez la pâte à modeler. Oui. Ça, on le faisait déjà, nous, quand on était jeunes. Et ça aide à la créativité de l'enfant, à son imaginaire, tout ça. Donc, à partir de 3 ans, vous pouvez déjà donner la pâte à modeler à un enfant et le laisser faire. Très bien. Et Mariam, alors, ton expérience avec Inès et Séléné, tu as commencé les activités avec elle à partir de quel âge? Alors, ça a démarré très jeune en fait. Hein. Étant donné que moi-même je suis assez manuelle, donc je suis quelqu'un qui travaille généralement beaucoup avec mes mains, j'aime ça. Donc tout de suite, je les ai initiés, je les ai un petit peu ramenés vers moi. Donc d'abord avec un peu de cuisine, en donnant un petit fouet pour remuer un petit peu quand on fait un gâteau. Petit à petit, on est passé vers la farine. Bien entendu, il y a eu, comme vous avez dit, l'étape pâte à modeler et tout. Mais en fait, je les ai initiés vraiment très jeunes, donc à leur donner des couleurs, à leur... des feuilles à dessiner. Vraiment, ça a commencé très jeune, on va dire vers 2 ans et demi, 3 ans. D'accord. L'âge idéal pour commencer apparemment. Oui, parce qu'à cet âge-là, ils aiment la compagnie de maman, donc s'ils écoutent, ils sont là, ils sont très curieux et c'est vraiment le meilleur moment pour commencer un petit peu à les initier à ça. Très bien. Et quels sont justement les bienfaits de pouvoir partager avec ses enfants des activités, que ce soit partager avec ses enfants des activités ou les inscrire dans un établissement pour faire des activités? D'accord. Déjà partager avec les enfants, déjà on va encore renforcer le lien familial. Voilà, ça c'est important, le lien familial. On va renforcer aussi la communication. L'écoute, c'est important aussi d'écouter ses enfants, de savoir quelles sont leurs envies, leurs désirs. Et donc tout ça, ça va renforcer cette synergie familiale. Et je pense que c'est ce qui aide à l'épanouissement. Ça, c'est important pour les enfants.
En ce qui concerne les activités extrascolaires, eh ben, ça va leur permettre déjà d'aller voir d'autres univers qui ne sont pas les univers de l'école et l'univers de la famille, mais d'autres univers. Et donc, ça va aussi leur permettre d'accroître leur sociabilité. Donc, ils vont avoir d'autres copains qui ne seront pas les copains de l'école, ni les cousins et les cousines de la famille, mais voilà, d'autres personnes. Ça va leur permettre aussi d'accroître leur confiance en eux-mêmes, c'est important. Et aussi, ça va leur permettre aussi de comprendre que dans la vie, il n'y a pas seulement que la famille, l'école, mais il y a aussi autre chose. Très bien. Voilà. Et comment choisir justement l'activité selon la personnalité ou le caractère de notre enfant? Sport en groupe ou sport en solo, dessin ou autre chose? Comment choisir l'activité et savoir que peut-être que ce sera cette activité-là qui va convenir le plus à mon enfant ou pas? D'accord. En général, si votre enfant a déjà une passion, c'est très facile. Maintenant, s'il n'a pas une passion, le plus important, c'est de savoir écouter et puis de le voir. Est-ce que c'est quelqu'un de manuel? Est-ce que c'est quelqu'un de compétiteur? Donc, si c'est quelqu'un de compétiteur qui aime la compétition, c'est bien de le faire entrer dans un sport, mais un sport individuel. Oui. D'accord? Où c'est vraiment, par exemple, la natation, la gymnastique, l'athlétisme. Maintenant, si c'est quelqu'un qui aime bien être dans ce qu'on appelle le lien social, c'est bien de le faire entrer dans une équipe aussi. Donc, faire du sport dans une équipe, que ce soit du handball, du football, l'essentiel que ce soit un sport en équipe. Après, à vous, à chaque fois, je dis, c'est aux parents de savoir écouter. Et l'écoute, comment se fait? Se fait par le dialogue et la communication. C'est comme ça qu'on connaît son enfant et qu'on peut connaître quels sont ses désirs, quelles sont ses envies, où se trouve son plaisir. Après, si vous voyez que votre enfant, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'imaginaire, c'est bien de l'orienter vers l'artistique, par exemple, la musique, la danse, le dessin. Comme vous disiez, si c'est quelqu'un de manuel sur la poterie, la cuisine, tout ce qu'on fait avec les mains, moi je pense que le plus important et comme on le saura, c'est en écoutant son enfant. D'accord, très bien. Voilà. Et par rapport à Inès et Séléné, justement, elles ont fait des activités extrascolaires. Oui, oui. Alors, ça a été quand même assez compliqué de trouver exactement ce qu'elles voulaient, parce que quand ils sont jeunes, ils ne vont pas venir nous dire « je veux faire tel ou tel sport oui. ». Ils ne sont pas encore en mesure de le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris un petit peu l'initiative et je les ai inscrits. Donc, j'avais commencé par la natation pour toutes les deux. C'était pas loin de la maison, je pouvais les accompagner et les ramener. Sauf qu'au bout de quelques mois, j'ai senti qu'elles avaient plus ce plaisir à y aller. Elles, on va pas dire qu'elles n'ont pas accroché. Ça devenait une corvée. Ça devenait une corvée. Et c'était absolument pas ça le but. Donc j'ai refait encore une autre tentative en les inscrivant à la gymnastique. Bon, pendant une petite année, ça allait, c'était parce qu'il y a du rythme, il y a de la danse, on bouge et tout, mais c'était toujours pas ça. Donc à la fin, quand la saison était finie, je leur dis je vous réinscris. Elles me disent non. Bon, après, il a fallu encore chercher. C'est vrai qu'elles ont grandi, donc les années passent et la personnalité commence un petit peu à se forger, à se dessiner. Donc là, j'ai proposé autre chose, donc qui a vraiment accroché, c'était l'escalade. Donc bizarrement, il y a énormément d'enfants qui ont très peur de la hauteur, d'être accrochés comme ça, suspendus à un fil. Pour les miennes, ça a bien donné, surtout Séléné, même Inès, elle aime, parce qu'en fait, on se dit qu'il n'y a pas que le physique. En ce qui concerne, voilà, il y a le mental, il y a la réflexion, c'est réfléchir rapidement. On n'a pas juste besoin on va dire de la force physique, mais il y a toute autre chose. Et bien là, bizarrement, ça fait 2-3 ans, elles ont vraiment, on va dire, elles apprécient, elles continuent à le faire. Justement, elles faisaient où l'escalade? Parce que là, tu me dis escalade, oui, oui, on se dit, ouais, escalade, c'est où? Eh bien, c'est pas très loin, c'est vraiment pas loin déjà de nos studios, puisque c'est à Rermoul. Donc le stade de Rermoul, c'est un établissement public ouvert à tout le monde. En plus, il y a toutes les tranches d'âge, il faut savoir qu'on peut faire ça, même quand on est à l'âge adulte. C'est un club où on initie les enfants. Et voilà, même au niveau du prix, il faut en parler, parce que des fois, certaines activités sont quand même relativement élevées. Surtout certains établissements privés, voilà. Ça revient un peu cher, c'est pas accessible à toutes les bourses. Exactement, et en plus, quand on a un enfant, ça peut passer, mais du moment où on commence à en avoir 2-3, c'est pas évident. Par contre, là, c'est vraiment des prix très très raisonnables et c'est ouvert à tout le monde.
Voilà. Très bien. Et pendant le confinement, justement, comment ça s'est passé avec les filles? Parce qu'il n'y avait plus d'escalade, j'imagine. Non, il n'y avait pas d'escalade. Alors bon, ça s'est passé comment? Il y avait de la farine partout dans la cuisine, la maison, et c'était pratiquement le bazar. Mais en fait, parce qu'elles avaient besoin de faire quelque chose. Ouais. Et donc, je ne voulais pas les limiter. Je me disais déjà que sortir à l'extérieur, c'était, on va dire, c'était fini, on ne pouvait pas sortir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai laissés faire à la maison. S'exprimer. Elles ont vraiment débordé on va dire, de créativité, surtout que j'ai laissé faire. Je me dis, allez, on laisse, c'est pas grave, on nettoiera après, on passera la serpillière ou le balai, et voilà. Donc, l'essentiel, c'est qu'elles passaient, même si des fois c'était très court, hein, elles me disent, ouais, j'ai envie de faire ça ici. Elles ne restent pas longtemps à le faire, mais quand même, je me disais, c'est pas grave. Au moins, si elles restent une demi-heure, 20 minutes, 1 heure, c'est déjà ça de gagner. Sans compter aussi, on a profité, je les ai obligés à regarder les anciens films qu'on a vus quand on était enfant. Je vais vous dire qu'on n'a pas les mêmes références, donc voilà. Quand on fait une petite remarque par rapport à un film ou une série qu'on a vu quand on était jeune, ils ne comprennent pas toujours. Ouais, alors des fois c'est, ouais maman, ouais c'était à ton époque, on regardait ça, mais pas... Alors j'ai essayé, étant donné qu'elles étaient un peu coincées, j'ai profité, il ne faut pas mentir, je me dis bon, elles sont là, elles n'ont pas où aller. D'ailleurs, je me suis dit, je vais profiter de ces moments-là pour regarder la télévision, voir des films, un petit peu leur proposer des livres. Voilà. Donc voilà, on a passé du bon temps, il faut dire ce qu'il y en est. Hein. On a eu ce confinement qui nous est tombé comme ça dessus, mais qui nous a fait énormément de bien. Tout à fait. Le confinement a ses côtés positifs aussi. Complètement, oui. Et on revient toujours à ce lien aussi familial qui se consolide, parce qu'en général, quand on est des parents qui travaillent à l'extérieur, on ne voit nos enfants en fait qu'1 heure ou 2 heures, surtout ceux quand eux viennent de l'école. On a à peu près peut-être 2 heures, 3 heures à peine. Et après, voilà, et ça se refait. Et je pense que ça a été le moment vraiment où on s'est réunis, où on s'est retrouvés, où on a dit des choses peut-être qu'on n'avait pas pu dire avant. Et je trouve quand même que ça a ses côtés positifs, ce confinement-là. Ça a permis aussi au repos. D'accord. Même si c'est des vacances forcées, ça a quand même permis au repos. N'oublions pas qu'il y a eu des côtés négatifs. Mais là, on parle plutôt du positif. Surtout sur les enfants, parce que quand même, ils en ont souffert. Surtout qu'ils ont un petit peu du mal à comprendre ce que c'est, visualiser les choses. C'est pas comme nous. Donc nous, adultes, on a déjà un peu de mal, parce que c'est une première mondiale. Ça nous est jamais arrivé, une pandémie pareille, où du jour au lendemain, on ne peut plus sortir. Pour notre sécurité, il vaut mieux rester enfermé à la maison. Donc pour nous, déjà, l'accepter, ça n'a pas été facile. Et on sait très bien que quand le parent a du mal à l'accepter ou stresse par rapport à ça, je pense que l'enfant, il le transmet à l'enfant. Il le transmet à l'enfant, tout à fait, c'est ça. Les enfants, c'est comme des éponges, de toutes les façons. Dès qu'on a un peu de stress ou d'angoisse, automatiquement, c'est transmis à l'enfant. Et c'est pour ça qu'il faut mettre des mots sur les mots. Et c'est pour ça qu'il faut expliquer. Parce que nous, les adultes, on a quand même ce recul-là. Les enfants, ils n'ont pas ce recul-là. Donc, pour ne pas les angoisser, c'est bien de mettre des mots, mais des mots très simples, des mots de leur langage à eux. Et puis ça va aller. Très bien. Alors, je reviens toujours vers Séléné et Inès. Elles ont 2 personnalités complètement différentes. Donc, les activités que vous avez faites à la maison sont complètement différentes. Oui. Pour les 2. Oui. Chacune dans son domaine, on va dire. On va dire que la plus petite est beaucoup plus physique. Donc, c'est une petite qui a beaucoup d'énergie, qui a besoin de bouger, qui a besoin de sortir toute cette énergie. Or que Inès qui a 13 ans, donc ça commence à être une petite adolescente qui préfère encore rester un petit peu dans sa chambre, bien entendu avec les écrans et tout ce qui s'ensuit. J'ai essayé aussi de réguler ça, c'était pas évident, mais il fallait le faire. Par contre, elle penche plus pour le dessin. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aime plus, qui rêve beaucoup plus, qui a plus d'imagination. Donc elle, ça a été, j'ai acheté tout le matériel de dessin et là, ça a été vraiment on va dire qu'elle s'est vraiment découverte, elle s'est améliorée déjà, même au niveau du dessin, de jour en jour, elle venait, elle me disait, maman, regarde, celui-là, je l'ai fait la semaine dernière, et celui-là, c'est cette semaine. Elle regardait, elle me disait, quand même, c'est déjà mieux. Donc, elle-même faisait le constat sur son évolution et sur le fait aussi de faire des efforts. Elle savait que, elle a pris conscience que quand on fait des efforts, il y a toujours un résultat au bout. Voilà, donc c'est vraiment 2 personnalités vraiment différentes. C'est vrai qu'il y a des moments où je passe de Inès qui est très calme, donc la grande qui est très calme, à la petite qui est très dynamique, très... Voilà, donc c'est quand même un bonheur, faut le dire. Très bien. Alors, comment trouver le bon rythme, justement
trouver le bon rythme pour ne pas surcharger l'emploi du temps de l'enfant. Parce que maintenant, c'est la reprise de l'école, donc des activités après l'école ou en week-end. Comment trouver la bonne solution pour que justement l'enfant puisse suivre à l'école et puisse aussi se faire du bien, on va dire, en faisant ces activités sans être débordé. Oui, tout à fait. C'est pas facile. Déjà, il y a l'école. Donc, il faut savoir qu'il y a déjà il faudrait déjà comprendre que les activités extrascolaires doivent être du plaisir. C'est vraiment ça l'essentiellement. Je pense qu'il faut déjà commencer par ça. Parce que si l'enfant ne trouve pas de plaisir, c'est le contraire qui va. Donc ça va être la fatigue, l'énervement, l'épuisement, et on ne va pas avoir en fait le but escompté. Donc vraiment commencer par le plaisir. Et aussi la disponibilité de l'enfant et des parents. Les parents, presque maintenant tous les parents travaillent. Donc essayer de trouver comme ça ou aménager des horaires qui puissent être aussi convenables pour les enfants, pour les parents, pour rendre cette activité plus un plaisir qu'une charge. Moi, je pense que c'est ça. Et après, je pense qu'il ne faut pas dépasser 2 activités. Sinon, ça va faire trop lourd pour l'enfant. Déjà, sa scolarité, parce qu'il ne faut pas oublier que l'activité, c'est aussi une discipline. Par exemple, s'il s'inscrit dans un sport, il y a des horaires à respecter, il y a un effort physique, il y a du temps, il y a une énergie. Donc, voilà, il faut essayer d'alléger et d'aménager tout ça et rester toujours dans le plaisir. Moi, je reviens toujours à cette notion de plaisir. Rester dans le plaisir. En tous les cas, c'est ce qui va aider à valoriser cet enfant-là, à accroître sa confiance en lui-même et puis à s'épanouir et à construire sa personnalité et son amour de soi. D'accord, très bien. J'ai une question. On a un petit peu tendance, nous les parents, à vouloir faire à nos enfants ce que nous, en fait, on a été privés quand on était jeunes. Est-ce que c'est une erreur, je pense? Complètement. Oui. Complètement, parce qu'on n'a pas fait vivre nos enfants ou nos désirs par procuration. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut écouter son enfant. Quel est son désir, quelle est son envie, sa passion. Et puis on n'est pas pareil. Oui. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'on a tendance, je vais inscrire ma fille à faire de la danse, j'aurais tellement aimé en faire, donc ma fille fera de la danse. C'est vrai, on a tendance à penser. Elle aime le judo, imagine la contradiction. C'est vrai, il faut vraiment essayer d'aller vers ce qu'eux, ils ont envie. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors, en parlant justement d'études, les enfants qui sont en classe d'examen, par exemple, à ce moment-là, est-ce qu'on fait une croix sur les activités extrascolaires? On va se dire, cette année, il va se concentrer sur ses études et pas autre chose. Ou est-ce qu'on laisse quand même les activités extrascolaires parce qu'il aura quand même besoin de passer à autre chose, de laisser les études de côté pour pouvoir respirer un peu? Je reviens toujours à l'enfant. Laissez le choix à l'enfant. Déjà, vous allez lui permettre de se responsabiliser. Vous allez lui permettre aussi d'avoir de l'autonomie. Et je reviens toujours à l'enfant. Donc cet être-là, c'est comme ça qu'il va grandir. Tu es en classe d'examen, que penses-tu? Est-ce que cette activité-là va être lourde ou ça ne va pas te permettre de te concentrer sur tes études? Ou est-ce que tu penses que tu en as vraiment besoin? Et laissez-le prendre la décision. La décision, exactement. Donc même s'il nous dit d'accord et ensuite en milieu d'année, s'il nous dit OK et on voit que les résultats ne sont pas bons. On peut rectifier le tir à ce moment-là. On interdit l'activité, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit à ce moment-là? Exactement. Donc on voit. Alors, est-ce que tu penses que tu peux continuer sur ce rythme-là? Parce que ça veut dire qu'il faut mettre des priorités à ce moment-là. Est-ce que la priorité, ce sont tes examens, tes études ou cette activité? Je vous dis toujours, il faut revenir à l'enfant. Vous savez, il faut faire confiance à nos enfants. Ce sont des êtres assez responsable et puis assez intelligent. Vous allez voir, c'est lui qui va répondre. Et c'est lui qui va rectifier le tir. Pourquoi? Parce que quand il va savoir, il va sentir que vous lui avez fait confiance, cette confiance-là va l'aider à mettre les choses en place. Très bien. Voilà. Donc, il se dira peut-être que si j'arrive pas à étudier correctement, mes parents vont finir par me retirer cette activité. Alors, autant faire un petit effort et essayer de garder les deux. Tout à fait. Très bien. Et votre expérience, ton expérience par rapport aux filles, elles ont été en classe d'examen? Oui. Ouais, bon, la grande Inès a passé la 6e.
puisque maintenant elle est au collège. Mais la petite, non, elle n'a pas passé par là. Elle a eu la chance. La Covid-19 a fait que... La Covid-19 est passée par là, donc elle a eu sa 6e. Oui. Et justement, par rapport à sa 6e, elle n'était pas un peu frustrée? Si, elle a gardé quand même un petit goût, on va dire un petit goût amer, parce qu'elle me dit quand même, parce que de temps en temps, comme vous savez, les enfants se chamaillent entre eux. Donc après, la grande, elle dit, ouais, moi j'ai eu ma 6e et je l'ai eu avec telle moyenne, or que toi... on t'a fait passer. Bon, c'est toujours comme ça, il faut savoir. Oui. Bon, on sait que quand ils se chamaillent énormément entre eux. Non, j'ai pas eu à avoir ce problème. C'est parce que... Il y a toujours eu des activités à côté, tout ça. Oui. Bon, la 6e, on va dire que c'est pas quand même un examen assez lourd. Oui. Non. Voilà, c'est pas comme le bac, on va dire. Voilà, comme le brevet ou alors le bac, c'est vrai que c'est plus lourd. Mais je pense que pour les parents, c'est quand même aussi stressant parce que c'est le premier examen que nos enfants passent. Donc du coup, on stresse quand même un petit peu. Oui, oui. C'est clair. Mais généralement, c'est toujours on va dire que c'est assez facile. La 6e, généralement, c'est un examen qui n'est pas trop compliqué parce que ça reste quand même des enfants, ils sont petits, ils ont à peine une dizaine d'années. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'au fond, on reste un peu stressé. On me dit, si elle ne ramène pas de bonnes notes. Et en fait, on se pose comme ça plein de questions. Mais c'est vrai que, comme vous le disiez, ils ont conscience que c'est pas un chantage, on dit s'il n'y a pas de bons résultats, parce que la priorité, on sait bien que c'est d'abord les études, mais eux-mêmes, ils prennent la décision. Généralement, ils savent se remettre en question et se dire, bon, je ne veux pas perdre ça, alors ils font des efforts. Ah, très bien. Oui. Alors, d'autres conseils, coach? Alors mes conseils, oui, pourquoi pas on va faire à peu près tous les conseils qu'on a donnés. Tout à fait. Pourquoi pas inscrire ses enfants à faire des activités extrascolaires? Pourquoi? Parce que ça va leur permettre, d'accroître leur confiance, on parle toujours de confiance en soi, de construire leur personnalité, de se valoriser. Et puis de se rendre aussi, vous savez, quand vous avez un enfant comme ça qui fait du sport, ou surtout quand c'est des sports de compétition et qu'il arrive c'est-à-dire à avoir de bons résultats, ça va en plus à une incidence sur la scolarité. Très bien. Ça va accroître encore ses résultats scolaires et académiques. Il y a autre chose, il y a des études aussi qui ont été faites dans ce qui concerne la musique. Oui. Toutes les personnes qui jouent un instrument de musique, il y a une expérience qui a été faite, ils ont un QI plus élevé que les autres personnes. Oui. Donc moi je vous conseille d'inscrire vos enfants à jouer un instrument de musique. Et puis ça permet aussi, pourquoi? Ça permet aussi à faciliter l'apprentissage. Parce que l'apprentissage n'est pas seulement dans la scolarité, mais elle est aussi dans ces activités extrascolaires. Dans la vie de tous les jours. Oui. Tout à fait, tout à fait. Et donc ça a plus de côté positif que négatif. Bien sûr, on reste toujours sans excès, dans la bienveillance. Je finis toujours par le plaisir. Très bien. Voilà. Et toujours demander l'avis à l'enfant. C'est toujours l'avis de l'enfant qui... Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Très bien. Donc merci à vous d'avoir accepté l'invitation, d'avoir participé à la... Donc Latifa Bouzbit, vous êtes coach, merci. Et Maï Moussaïd, qui est notre animatrice de la rubrique Coin vert du Bonjour d'Algérie. Oui. Très bien. Donc merci encore une fois et à bientôt. Mounia. Et tout de suite, nous allons passer à la rubrique Conseils pratiques. Et tout de suite, la rubrique Conseils pratiques. Bonsoir professeur. Alors professeur Abdelrahman Boufarsaoui, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour m'avoir invité dans cette émission pour parler d'un sujet qui est d'actualité. Hein. C'est le moment de la Justement, on va parler de la grippe. Voilà, c'est le moment de la grippe. C'est la saison. Je suis professeur en pédiatrie, je suis chef d'unité de pneumologie d'endoscopie bronchique à l'EPH Bolloré-Benziri. Je suis aussi vice-président de la Société algérienne de pédiatrie. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de grippe. C'est la pleine saison. Donc quand notre enfant a la grippe, les symptômes ressemblent aussi aux symptômes de la Covid-19. Alors à ce moment-là, on ne sait plus est-ce que c'est la grippe, la Covid-19 ou bien autre chose. Parce que les symptômes des maladies de cette saison se ressemblent pour les parents, se ressemblent un petit peu tous. Alors qu'est-ce que la grippe exactement? Alors, la grippe, c'est une maladie virale. Oui. Le virus s'appelle l'influenza. Le virus influenza, il existe 3 types de ce virus. Le type A, hein, qui est le plus commun, avec des sous-types, hein, comme par exemple le AH1N1. Le type B, qui est plus qui existe plus fréquemment chez l'enfant, et le type C, qui donne un simple rhume. D'accord. Alors la grippe, elle se contamine comment?
se contamine de deux manières. Il y a la contamination directe et indirecte. La contamination directe, c'est par le biais de gouttelettes. Quand l'enfant tousse, ou un adulte, quand il tousse, il peut contaminer l'enfant. Donc quand il tousse, ou bien il éternue. Il faut savoir que le virus reste dans l'air, dans les aérosols, pendant quelques minutes. La contamination se fait aussi de façon indirecte. Par les mains qu'on ne lave pas, par les objets qu'on touche qui contiennent le virus. Si quelqu'un, par exemple, a toussé ici sur la table, je touche la table, je peux me contaminer si je ne me lave pas les mains. Bien sûr, c'est ça ce qu'on appelle la contamination indirecte. Qui est importante aussi. Voilà, grosso modo. Alors, quels sont les symptômes de la grippe? Justement, les symptômes de la grippe, il faut savoir qu'en pédiatrie, on sépare les âges de façon commune. En général, les enfants de moins de 5 ans et de plus de 5 ans. Les enfants de plus de 5 ans présenteront, quand ils ont la grippe, de la fièvre de façon brutale. Ça peut être une fièvre élevée, avec frisson. Un minimum de fièvre, on va dire, à 39 ? À partir de 38 degrés, on parle de fièvre. De fièvre, oui. Donc, dans les grippes, on peut avoir une fièvre modérée, mais elle peut être aussi élevée. D'accord. On peut avoir un mal de gorge, une obstruction nasale, un écoulement nasal, de la toux, des céphalées, par exemple. Chez l'enfant de moins de 5 ans, le diagnostic est plus difficile, dans la mesure où l'enfant de moins de 5 ans peut présenter des signes respiratoires, un type de bronchiolite par exemple, ou bien des signes digestifs, des diarrhées, vomissements, qu'on attribue plus à une gastroentérite, à rotavirus par exemple, alors que c'est la grippe, ou bien des signes neurologiques, un type de somnolence, ou bien des convulsions fébriles, c'est fréquent. Voilà grosso modo comment ça se présente la fièvre chez l'enfant, la grippe chez l'enfant. Voilà les symptômes, mais ces symptômes-là, d'après ce qu'on a vu ces derniers temps à la télé, aux informations et tout ça, tous ces symptômes ressemblent aussi à la Covid-19. On a même dit au début que c'était comme une forte grippe. On avait dit au départ, au tout début, on avait dit que c'était une simple grippette. Voilà. Donc on voit un petit peu l'ampleur qu'elle a causé cette maladie, la Covid-19. Alors la Covid-19 est due à un virus aussi. C'est un coronavirus. C'est un bêta-coronavirus qu'on a appelé le SARS-CoV-2. Et donc, ça peut aussi, chez l'enfant, parce qu'il faut savoir une chose, que les symptômes chez l'enfant sont moins importants que chez l'adulte, dans la Covid-19. Ils sont moins sévères. Donc ça peut se manifester de la même manière, sauf que, on va dire que la médiane d'âge, elle est plus importante dans la Covid-19 que dans la grippe. La grippe, elle atteint plutôt les jeunes enfants, quand c'est une grippe sévère. Et la que la Covid. C'est plus, ça peut atteindre les jeunes nourrissons, ça atteint tous les âges. Mais elle atteint plus l'enfant d'âge scolaire et l'adolescent que ça peut être de la même manière, de la fièvre, des céphalées, une myasthénie, donc une fatigue, des signes respiratoires. Ça peut donner aussi des signes digestifs. Maintenant, si c'est des symptômes peu importants, donc on va favoriser la théorie de la grippe plutôt. La grippe, et puis on attend un peu. Maintenant, si les symptômes durent plus que 3 jours, on va se poser la question si ce n'est pas ça. Alors, il y a d'autres cas. Par exemple, si vous avez des symptômes de grippe chez un enfant qui vit dans une maison, par exemple, où il y a un cas ou plusieurs cas de Covid-19. Là, la suspicion, elle est encore plus forte en faveur de la Covid-19. Sinon, s'il n'y a pas de Covid, de contact avec un malade qui a la Covid-19, ça peut être une simple grippe. D'abord, on favorise cette voie-là que la Covid-19. Pas trop s'alarmer non plus. D'accord. Alors, quel est le traitement pour la grippe? Le traitement de la grippe, alors, il y a les grippes simples, c'est des traitements symptomatiques. Donc, on va traiter la fièvre, on va traiter le confort, on va essayer d'améliorer le confort du malade. Donc, il y a 2 manières de traiter la fièvre. Il y a les moyens physiques, il y a les moyens médicamenteux. Les moyens physiques, c'est il faut aérer la chambre où l'enfant dort ou la joue. Et puis, il faut maintenir une température qui ne soit pas élevée, parce que
Le problème, c'est que des fois, les parents surchauffent la chambre. Justement, on a cette idée de surchauffer la température ne doit pas dépasser les 20 degrés. Voilà. Donc il faut aérer. Et puis, s'il y a de la fièvre, il faut laisser l'enfant avec juste un t-shirt. D'accord. Est-ce qu'on mouille l'enfant? Parce qu'on a tendance à se dire, on va le mettre dans un bain? Non, les bains, on ne les fait plus maintenant. On ne les fait plus, mais sinon, on peut mouiller des serviettes d'eau à température normale. Hein, pas, et puis les mettre sur le front, et puis et puis on peut lui prendre des petites douches comme ça, hein, pas de souci, hein, avec une température qui ne soit pas trop fraîche non plus. Hein, attention. Hein. Voilà. Donc les moyens médicamenteux, c'est le paracétamol qu'on donne chez les enfants, selon l'âge, selon le poids. On donne du paracétamol quand la fièvre dépasse les 38,5 degrés. Jusqu'à 38,5 degrés, on ne donne pas d'antipyrétique, de traitement médicamenteux. Et pourtant, même certains vous disent que même si elle est plus de 38,5 et si l'enfant n'est pas perturbé par cette fièvre, on peut la laisser, on peut la respecter. Parce que la fièvre elle-même, elle lutte contre l'infection virale, contre les virus. C'est la fièvre qui va lui permettre de lutter et de guérir. Bien sûr. D'accord. Donc si l'enfant a envie de jouer, si l'enfant joue, il est toujours vif, il est toujours là. S'il a 39 degrés, 39,5, et l'enfant joue, je ne sais pas, il va que normalement à ses occupations, on peut même la respecter et la laisser sans. Mais c'est juste pour... on donne les antipyrétiques, c'est pour améliorer le confort du... Alors, on peut avoir une fièvre qui est de 38,5, 38,6 ou 39, mais avec un enfant qui est un petit peu abattu, là, on la traite plus énergiquement que... D'accord, et autre chose, à part le paracétamol? Alors, dans les grippes sévères, il y a les antiviraux. Les grippes sévères, c'est les grippes compliquées, il y a les antiviraux. Donc, ce n'est pas le moment d'en discuter. Hein. Très bien. Et mais ça reste un traitement symptomatique. Très bien. Et les recettes de grand-mère, tisane? Les recettes de grand-mère, il faut donner à boire à l'enfant. Oui. Hein, quelle que soit la nature de la boisson. Ça peut être des tisanes aussi. Donc il faut lui donner des liquides. D'accord? Et puis, j'ai dit tout à l'heure, il faut lui prendre des petites douches. Hein. Et puis, il faut aérer la maison, enfin la chambre où l'enfant joue, où l'enfant reste. Voilà. D'accord, très bien. Et la meilleure façon d'éviter la grippe? Alors, la meilleure façon dans toutes les maladies virales, donc on l'avait dit il y a longtemps déjà pour les maladies, pour la grippe, pour la bronchiolite et tout, c'est la prévention, puisqu'il n'y a pas de traitement pour les maladies virales, c'est la prévention. La prévention joue un rôle très très important. On a tendance à banaliser, on le voit dans les foyers, on le voit dans la rue, les gens ont tendance à banaliser ces mesures barrières, alors que c'est une erreur. Alors, on rappelle les mesures barrières? Bien sûr, bien sûr. Il faut la distanciation sociale, la distanciation physique. Au moins 1 mètre, 1,5 mètre. Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas s'embrasser. Il ne faut pas se serrer la main. Il faut se laver les mains. Le plus souvent possible. Le plus souvent. Alors, quand on est dans un endroit où il y a l'eau et le savon, c'est l'idéal. Sinon, il y a la solution hydroalcoolique. Et puis, il faut porter le masque. Il faut bien le porter. Il faut le porter sur le nez et pas au niveau du menton. Oui, sur le menton. Et pas au niveau du bras. Oui. Il faut le mettre correctement et puis il ne faut pas le toucher. Essayez de ne pas toucher les yeux aussi, avec les yeux. Voilà. Parce qu'on peut être contaminé par les yeux, par exemple. Si le virus est sur le... Oui, mais non. Alors, on a tendance à toucher donc, il ne faut pas mettre les doigts en général sur le visage et aussi sur les yeux et tout. D'accord. Et la vaccination, alors, pour la grippe, pour les enfants, est-ce qu'il faut les vacciner ou pas? Moi, je pense que il y a une certaine frange d'enfants qu'il faut vacciner à partir de l'âge de 6 mois. C'est les enfants vulnérables, donc qui présentent, par exemple, des maladies chroniques. Les asthmatiques, les diabétiques, les hypertendus, ceux qui ont des maladies néphrologiques, neurologiques, par exemple. Donc il faut les vacciner à partir de 6 mois. Les enfants de moins de 6 mois, on ne les vaccine pas, mais par contre, on indique la vaccination aux parents qui ont des enfants fragilisés par une prématurité, fragilisés par une maladie cardiaque, une maladie respiratoire chronique. Cela, il faut les vacciner. Donc on vaccine l'entourage. On vaccine l'entourage. Et puis, il faut vacciner
il faut vacciner les personnes qui sont en contact des enfants. Par exemple, les soignants, il faut les vacciner. Et puis, par exemple, les maîtresses d'école, celles qui sont dans les crèches, il faut les vacciner. D'accord. Comment on vaccine? On donne, chez l'enfant, entre 6 mois et 9 ans, on donne une dose, la dose complète, pas comme avant, une dose complète, et qu'on renouvelle ceux qui n'ont jamais été vaccinés. On donne 2 doses à 1 mois d'intervalle. D'accord. À partir de 9 ans, on donne une dose et on renouvelle chaque année. Chaque année. Très bien. Et pour les femmes enceintes? Parce qu'on dit en général qu'il faut vacciner la femme enceinte aussi, donc pour protéger aussi son bébé. Les femmes enceintes, il faut les vacciner, et les femmes qui allaitent, on peut les vacciner, pas de souci. Très bien. Voilà. Donc, un dernier conseil, si vous voulez faire passer le message aussi. Moi, je suis venu spécialement pour répéter les mesures barrières ici. Oui. Tout le monde connaît la grippe, mais allez, on a donné quelques explications, mais de grâce, je supplie les gens de respecter les mesures barrières. Distanciation physique, lavage fréquent des mains avec du savon et de l'eau ou avec une solution hydroalcoolique, et puis le port de masque. Voilà le message qu'on peut dire et redire sans cesse. Voilà. Oui. La maladie existe. La maladie existe, les cas sont en train d'augmenter. Les cas sévères, on le voit, les hôpitaux sont saturés. Hein, il n'y a pas assez de place, il n'y a pas de traitement vraiment efficace pour cette maladie. La meilleure manière donc de l'éviter, c'est de respecter les mesures barrières. Très bien. J'espère que le message passera, que cette fois-ci, on commencera au moins à écouter et à les appliquer correctement, surtout. Correctement. On l'espère tous. Très bien. On l'espère tous. Merci encore, professeur. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, et je suis venu avec plaisir ici, parce que la nécessité d'expliquer certaines choses, elle s'impose maintenant. Oui, maintenant, oui. Voilà. Très bien. Merci encore, professeur. Merci. Et on passe tout de suite à l'info de la semaine. Place à la rubrique l'info de la semaine. Leïla, bonsoir. Bonsoir Mounia. Ça va? Ça va, merci. Alhamdoulilah, ça va, ça va. Alors, avec toi, enfin avec vous, de quoi nous allons parler avec vous aujourd'hui? Alors, nous allons parler justement des fake news et de la mésinformation, un peu par rapport au Covid qui touche les enfants. Très bien. Donc, d'après les dernières mises à jour, les enfants semblent plus vulnérables au Covid que les adultes. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense que vous avez déjà fait le sujet, comment se transmet le Covid, contact étroit entre les individus et les personnes en général, et puis les enfants n'y échappent pas. Donc, il y a les symptômes légers, les symptômes graves. On sait que les symptômes légers sont généralement la toux, la fièvre, la fatigue, mais de nos jours, enfin surtout ces derniers temps, cette dernière saison, c'est les rhinovirus. Donc il y en a partout. C'est pour ça qu'on dit aux parents, ne paniquez pas, il ne faut pas tout de suite aller à l'hôpital. Il y a des risques. Donc ça, c'est pour les symptômes légers. Pour les symptômes graves, là, on se dirige vers une structure hospitalière médicale pour pouvoir donc passer le test. Mais quand ce n'est pas nécessaire, c'est en premier, ils nous disent de ne rien faire, de laisser l'enfant à la maison. D'attendre de voir l'évolution de la chose, si la fièvre persiste encore, si ça se complique au bout de 3 jours, à ce moment-là, il faut consulter. Il faut consulter, mais à ne pas confondre encore avec les virus. La grippe, par exemple, on vient d'en parler, la grippe ou autre rhinopharyngite ou autre chose. Tout à fait. Donc, il y a des virus, il y a des rhumes qui sont des rhumes avec des symptômes assez banaux. Donc, voilà, il ne faut pas tout de suite paniquer. Ça, c'est pour les parents qui nous écoutent encore une fois, qui n'étaient pas là peut-être la première partie. Je peux vous dire qu'on panique si, quand on voit son enfant faire une petite fièvre pendant cette période-là, c'est clair qu'on y pense directement. Mais bon, il faut relaxer, il faut attendre de voir l'évolution de l'état de l'enfant, la fièvre si elle dure ou pas, et après consulter. Alors, c'est aussi la saison de la grippe.
Donc, logiquement, on vaccine. On vient d'en parler aussi avec le professeur. Logiquement, on vaccine. Alors, est-ce que ça peut aussi protéger par rapport à la Covid? Alors là, c'est des conseils qu'on donne sur Internet parce qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet-là. Si on ne vaccine pas, si on n'administre pas les vaccins aux enfants, ils vont être vulnérables. Leur immunité va être touchée. Et c'est ça qui les a sauvés tout au long de la pandémie. Oui. C'est une partie, en tout cas. Ça, même si on parle au conditionnel, ça aurait pu les protéger. Donc c'est vraiment... Il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les laisser tomber, il ne faut pas les reporter, il ne faut pas reporter les vaccins parce que ça ne sert à rien. Il faut les faire, c'est pour les protéger et surtout concernant la grippe. Voilà. Justement, si on décale tous les vaccins, parce qu'il y a un carnet bien sûr à suivre, respecter, il y a des dates à suivre et tout ça, donc si on décale la vaccination, on peut se retrouver dans d'autres épidémie ou pandémie, par exemple rougeole ou autres, qui ont pratiquement disparu. Mais c'est qu'ils vont être confrontés peut-être à... Voilà, ils sont fragiles, donc encore une fois, c'est l'immunité qui est touchée. Donc il faut éviter de reporter... Pour ne pas les fragiliser encore plus, donc faire les vaccins, c'est ça. Suivre le mode d'emploi, suivre la feuille de route que vous avez, chers parents. Voilà, donc il faut le faire. Alors sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de conseils, comment parler de la Covid-19 aux enfants et comment les sensibiliser? Alors, il faut savoir que les enfants, ils ont des difficultés à comprendre et à affronter cette maladie, ce virus. Donc, comment le comprendre? Comment l'affronter? Il faut savoir que ça dépend de leur âge, de leur tempérament, mais surtout de leur étape de développement. Voilà, comment ils se développent. Donc, il y a 3 facteurs assez importants. Et c'est surtout, ce sont aussi des événements publics stressants que nous vivons. Donc, quand on écoute partout ce qui se passe, quand on entend les conseils parfois des spécialistes, c'est alarmant. Donc, nous, déjà parents, nous adultes, on est déjà un peu en panique. Donc, les aider à aborder cette question tout en étant rassurants, donc les rassurer. Mais justement, comment rassurer un enfant? Alors, il faut dire qu'il faut leur rappeler qu'il y a une foule de spécialistes qui travaillent d'arrache-pied tous les jours donc, pour notre service, au service de notre santé et de notre sécurité. Donc, c'est un facteur très important pour les enfants qu'ils puissent avoir cette prise de conscience. Très bien. Alors, nous avons adopté une nouvelle manière de vivre sur... maintenant, c'est plus comme avant. On ne fait plus la bise, on ne se rapproche plus des gens, une distanciation et tout ça. Comment pouvoir expliquer tout ça aux enfants pour qu'ils apprennent aussi à le faire aussi? Alors, il faut savoir que les enfants, en général, ils absorbent et ils observent nos expressions, Mounia. Je pense que vous devez le savoir. Surtout, les aider à comprendre donc, de quoi il s'agit, verbaliser, mettre des mots là-dessus et surtout organiser leurs sentiments. Organiser leur réaction un peu, essayer d'accompagner même au niveau des expressions, de la parole. C'est vraiment important le langage. Oui. Ah oui, donc, le langage, pas forcément de la parole bien sûr, c'est clair, mais le langage physique aussi, parce qu'on dit en général que les enfants ce sont des éponges. Donc si nous on est stressés de notre côté en leur parlant, ils vont capter notre stress. Et c'est pour cela qu'il faut leur demander ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas sur la maladie. Donc il faut être honnête avec eux, mais surtout être positif. C'est le plus important, c'est l'honnêteté, la positivité avec les enfants pour leur transmettre un message. Alors, il faut savoir que depuis le début de la crise sanitaire, la prolongation du temps d'écran, le temps passé devant les écrans pour les enfants a augmenté d'un certain pourcentage qui est très important. Donc, il faut dire que ne pas laisser les ondes négatives, surtout quand il y a beaucoup d'infos, beaucoup d'informations devant les enfants, ça les stresse. Je vais vous donner juste un exemple. C'est vrai qu'à la maison, surtout pendant le confinement, on était tous là à regarder les informations pour avoir les derniers chiffres. C'est vrai. Est-ce qu'il y a les dernières études, tout ce qui a été dit. Donc, et en général, à la maison, quand on était confinés tous ensemble, donc avec les enfants, et les enfants sont à côté de nous, et ils partagent avec nous tout ça, donc on stresse, et eux aussi captent ce stress-là. Donc être attentif à l'exposition face aux nouvelles, c'est très important. Voilà, face à l'information, ne pas les laisser trop devant les écrans où il y a beaucoup d'informations, beaucoup de stress. C'est aussi primordial. Et il y a en dernier comme conseil, c'est trouver des manières créatives aussi on va dire, de renforcer les liens familiaux.
C'est important Oui. parce qu'on ne se voit plus entre voisins, on ne se voit plus entre amis, on ne se voit Oui. plus entre familles. Donc c'est très important de renforcer ce contact qui est un contact humain. Exactement, on a, la chance, on a eu la chance justement de passer encore plus de temps avec notre famille, avec nos enfants. La chance aussi d'apprendre à les connaître encore mieux. Oui. Donc c'est aussi une façon de, en faisant, on en parlait tout à l'heure dans le débat, des activités extrascolaires, donc des activités qu'on fait aussi à la maison. Donc à travers ces activités-là, on renforce le lien social qui est très important. Exactement, avec l'enfant, mais aussi on peut leur apprendre et leur apprendre ce que c'est que le virus avec justement des activités en faisant du dessin ou autre Alors chose. ce lien social, il est primordial parce que les enfants, enfin les familles en général l'ont perdu pour beaucoup. Ils se retrouvent isolés si les parents sont diabétiques, donc on ne peut pas les voir. Mais on dit que selon les recherches, les enfants peuvent aller voir leurs grands-parents. D'accord. Même s'ils ont été atteints du Covid. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas aussi contaminants que les grands. Non. En tout cas, ils peuvent rendre visite aux grands-parents. Voilà. Tout en gardant une distanciation. Tout en gardant la distanciation. Il faut éviter les bisous, il faut éviter ce genre de choses. Il faut éviter beaucoup de choses. Donc vraiment, c'est faire attention. Très bien. Alors, comment corriger, justement, parce que sur les réseaux sociaux, il y a des tas d'informations et puis leur contraire, comment corriger la mésinformation au sujet de ce virus? Alors, il faut savoir qu'au début, donc durant la première vague, c'était 1 à 2%, et on ne savait toujours pas s'ils étaient susceptibles de contaminer ou pas les adultes. On sait maintenant que la contamination se fait de manière verticale. Ce sont les adultes qui contaminent les enfants et pas l'inverse. Et même si ça aurait pu être le cas, ça aurait été à 10%. C'est vraiment c'est négligeable, contrairement à la contamination des adultes envers les enfants. Et même les enfants peuvent se contaminer entre eux. Voilà, ça, il faut le savoir aussi. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que le taux de contamination des enfants, normalement, il est à 60%. Enfin, ils ont enlevé complètement les possibilités que les enfants puissent avoir le Covid comme les adultes. Voilà, c'est ce qui a été donné dans les dernières, en tout cas les dernières statistiques. Mais justement, c'est que ces dernières statistiques ne sont pas forcément, je ne vais pas dire juste, mais ça change à chaque fois, c'est un nouveau virus. Au début de la pandémie, on disait que les enfants étaient des porteurs sains et qui propageaient justement ce virus-là. Maintenant, on est en train de dire tout le contraire. Et du coup, on ne sait plus où se mettre exactement, on ne sait plus sur quel pied danser. Voilà. On ne peut pas être affirmatif à 100%. Voilà ce que je voulais dire. Mais il ne faut pas négliger le fait que le virus est là et qu'il touche les enfants. Exactement. Voilà. Je voulais justement aussi revenir sur un truc, sur une chose qui est en train de se produire en ce moment. C'est les parents qui sont contaminés, mais qui envoient quand même leurs enfants à l'école. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Ne le faites pas parce qu'en envoyant vos enfants, peut-être qu'ils sont asymptomatiques. Peut-être que c'est vos enfants, en allant à l'école, ils vont contaminer peut-être d'autres enfants qui sont fragiles. Peut-être qu'ils vont contaminer leur maîtresse, le personnel de l'école. Alors, oui, une autre précision, c'est que toutes les analyses et tous les constats qui ont été faits, c'était durant le confinement des enfants. Les enfants n'étaient pas encore scolarisés. Voilà. Donc pour les dernières études, on attend encore parce qu'on ne sait pas les enfants entre eux. Exactement, mais il faut justement rappeler que quand on est malade à la maison, quand les parents sont malades, les parents doivent garder leurs enfants avec eux et aussi les parents doivent rester à la maison, sauf en cas, pour aller se faire soigner, rester chez vous. Geste barrière, toujours à répéter, je pense, mais ça ne sera jamais suffisant. Donc, mettez vos masques, 1,5 mètre de distance physique minimum et lavez-vous les mains le plus possible avec du savon. Et s'il n'y a pas de savon et pas d'eau à côté de vous, tout simplement, voilà, du gel hydroalcoolique. Tout simplement. Alors, il y a une expérience qui a été faite dans une école, c'est en Europe, donc pour montrer l'importance et la gravité du virus aux enfants quand ils ont été rescolarisés. C'était des paillettes qu'ils mettaient sur les mains et ils se touchaient la main. Et donc, on voyait à quel point les paillettes ça colle. Voilà. Et donc, c'était imagé pour dire que c'était le virus qui colle. Et quand on se lave les mains, on perd les paillettes, donc du coup, même le virus, voilà. Alors, concernant donc l'âge de 10 ans, ça revient beaucoup sur les réseaux sociaux, 10 ans. Le risque zéro n'existe pas concernant cette catégorie, cette tranche pédiatrique. Il faut savoir donc que c'est au conditionnel. Il se pourrait que ce soit à l'âge de 10 ans
10 à 11 ans, que les enfants puissent donc être atteints du coronavirus. D'accord, très bien. Merci en tout cas pour toutes ces informations, Leïla. Et c'est valable aussi pour vous qui êtes chez Gel et Masque. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.